Bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Chaque soir, vous le savez, on se passionne et d'abord pour la politique. Mon invité ce soir, le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui livre sa vision des barbaries d'aujourd'hui dans L'Empire et les Cinq Rois, son dernier ouvrage. C'est plus déconcertant que de la géopolitique, c'est de la géométaphysique, mais je ne vous en dis pas plus. Dans la seconde partie de l'émission, il sera temps de retrouver nos décrypteurs. Et ce soir, je serai entourée de la spécialiste de théologie politique Anastasia Colosimo et du communicant Robert Zarader. Avec eux, on décortiquera notamment l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 ce midi, où le chef de l'État a parlé de presque tout en expliquant pourquoi il n'allait rien changer à sa façon de présider. Ensuite, ce sera le parti pris diplomatique de Christian Mallard qui nous parlera d'Angela Merkel. Et enfin, nous aurons droit au débrief redoutable et imprévisible d'Antoine Bueno. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes philosophe, écrivain, 30 livres à votre actif. Le dernier vient de paraître chez Grasset, L'Empire et les Cinq Rois. Donc c'est une philosophie de l'histoire du monde, parce que vous allez bien au-delà de la géopolitique. Vous proposez ce que je disais, une géométaphysique. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va commencer par une actualité qui rejoint tragiquement ce que vous écrivez sur la Syrie, cette attaque chimique, donc samedi dernier à Douma. Et on va voir les images, ces images tournées par les casques blancs, donc les premiers instants qui ont suivi cette attaque. On a choisi de ne pas montrer les images les plus dures. Et depuis, la France, les Américains hésitent. Emmanuel Macron devrait donner la décision de la France dans les prochains jours. Il l'a redit ce midi, donc sur TF1, et on écoute le président de la République. Nous avons la preuve que la semaine dernière, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace. En aucun cas, la France ne laissera une escalade se faire, ou quoi que ce soit qui puisse endommager la stabilité de la région. Mais on ne peut pas laisser aujourd'hui des régimes qui se croient tout permis, et en particulier le pire, en contravention du droit international, agir. Alors vous, Bernard-Henri Lévy, vous pensez, vous l'avez dit, vous l'avez écrit encore, que la non-intervention en Syrie fait que la guerre a duré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous vous réjouissez quand vous entendez ça? Oui, je me réjouis d'abord qu'on dise les choses, qu'on ait les preuves et qu'on le dise. Je me réjouis qu'on dise ce qui est exactement ma thèse, que tout n'est pas permis aux autocrates et que les démocraties vont pas passer toute la suite du XXIe siècle à se coucher devant ces gens, devant Poutine, devant Rouhani et d'autres. Et je me réjouis que cela soit dit avec mesure, en évitant l'escalade. Je trouve ce discours pas mal. Oui, pas mal, parce que vous trouvez que là, c'est le début de quelque chose qui Enfin, c'est le début de quelque chose qui ne réparera pas grand-chose, parce que les 500 000 morts de la guerre de Syrie, on les réparera pas. Donc c'est le début de quelque chose, mais c'est déjà trop tard. C'est trop tard pour les 500 000 morts, c'est trop tard pour les 9 millions de déplacés, c'est trop tard pour la Syrie dévastée. Mais il fallait que ces mots soient prononcés. Mais un, c'est pas trop tard pour les survivants, et deux, c'est pas trop tard pour l'Occident, pour les pays démocratiques, pour qu'ils affirment, comme l'a dit le président, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour qu'ils affirment qu'il y a une loi aux Nations Unies, il y a une loi supérieure aux arguties du Conseil de sécurité. Oui, parce que ces arguties empêchent tout, puisque le veto de la Russie... Et la loi supérieure qui a été votée par les Nations Unies, qui fait partie de la loi fondamentale, c'est la responsabilité de protéger. La communauté internationale a un devoir, c'est la légalité, c'est le droit international qui est de protéger une population massacrée par son dictateur. Voilà. Et ça, c'est bien qu'un chef d'une grande démocratie l'affirme. Alors on va voir ce qui va se passer. Moi, mon sentiment, c'est que la France tiendra parole. Pour les États-Unis, j'en suis moins sûr. Comment ça... Trump, qu'est-ce que vous voulez, c'est le matamor traditionnel des romans picaresques d'autrefois. Traditionnel empire quand même, Empire, oui, empire, parce que le réel est toujours pire que les beaux romans. Donc lui, c'est une créature de cartoon, de bande dessinée. J'ai un bouton plus gros que le tien, tu vas voir mes missiles comme ils sont beaux et comme ils sont grands. Il y a quelque chose d'un peu ridicule dans cela. Et d'encore plus ridicule quand on a l'impression qu'il revient en arrière. Mais justement, est-ce qu'il peut se rétracter comme Obama l'a fait? C'est ça le sujet. Vous connaissez ma thèse dans mon livre, c'est que entre Obama et Trump, il y a des très grandes différences, bien sûr. Mais il y a une similitude, c'est le désengagement. Voilà, il y a un point de continuité, malheureusement.
qu'est le désengagement. Et de ce point de vue-là, la continuité est très grande. Vous m'avez fourni une transition magnifique. Donc on en vient donc à l'Empire et les 5 rois. Alors l'Empire, c'est l'Amérique, justement. Et les 5 rois, c'est l'Iran, la Turquie, la Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite. Et donc l'Empire, c'est une Amérique qui s'effondre parce qu'elle a précisément la tentation de se désengager, de se retirer des affaires du monde, de renoncer à ce que vous appelez sa vocation virgilienne. Et donc l'Empire n'est plus l'Empire. Oui, c'est pas seulement se retirer, parce que l'Amérique s'est souvent retirée dans son histoire. Et il y a cette oscillation entre l'interventionnisme, entre le wilsonisme et le jeffersonisme. Hein, c'est bon, mais il y a bien pire que ça. Je crois qu'il y a depuis une vingtaine d'années quelque chose qui était très profond dans le credo américain qui est en train de s'éteindre. C'était la croyance en l'exemplarité de l'Amérique, la croyance dans la cité scintillante en haut de la colline. Ça faisait partie de l'Amérique. Alors ça a parfois donné des choses pas très sympathiques, mais il y avait une flamme quand même, c'est ça. Il y avait une flamme, il y avait cette idée que l'Amérique était la patrie de tous les déshérités du monde, il y avait la patrie que les femmes et les hommes en détresse pouvaient se tourner vers l'Amérique, il y avait cette idée que les Juifs, par exemple, avaient en Amérique une terre où ils étaient sains et saufs. Et il y avait l'idée que le meilleur des valeurs européennes, les valeurs auxquelles l'Europe elle-même avait tourné le dos, elle s'était replantée en Amérique. C'est ça la fondation de l'Amérique. Si on en regarde vraiment l'histoire, c'est des gens qui quittent l'Europe en disant « l'Europe n'est plus l'Europe, on va la recommencer ». Et on va la recommencer en emportant... Virgile. Voilà. Virgile, c'est ce grand poète qui a raconté comment... L'Énéide. Voilà, comment... Un citoyen de Troie quitte Troie en flammes, mais en emportant son père d'abord sur ses épaules, et puis les valeurs de Troie, les pénates, les lares et les petits dieux de la cité, et il va les replanter dans le Latium, et à partir de là, fleurit l'Empire romain. Les fondateurs de l'Amérique, c'est des gens qui continuent dans cette mythologie-là, bien sûr. Ils sont des nouveaux aînés. Et j'ai découvert, et je me suis aperçu que les grands Américains, mais jusqu'au début du XXe siècle, étaient des latinistes, étaient des virgiliens et étaient des gens qui se voyaient comme les continuateurs de l'aventure d'Énée. Sur un dollar américain d'ailleurs, sur la monnaie américaine, il y a 3 vers latins qui sont 3 citations de Virgile. Une citation des Bucoliques, une citation des Géorgiques et une citation d'un poème qui s'appelle Moretum, dont on pensait qu'il était de Virgile, qui ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Donc ça, ce lien de vie, ce lien d'espérance et d'essence avec l'Europe, je crois que c'est lui qui s'est rompu et c'est une des sources du malaise dans la civilisation d'aujourd'hui. Mais quand on vous lit, quand on vous écoute, on se dit quand même que votre génération qui est née à la politique avec l'affaire du Vietnam et donc avec à bas l'impérialisme américain, eh bien maintenant se retrouve au fond à exprimer une certaine forme de nostalgie de cet impérialisme américain. Il y a un vrai paradoxe là-dedans. D'abord, ma génération, on disait à bas l'impérialisme américain, mais on était tout près quand même des GI libérant l'Europe et combattant le nazisme. Hein. C'était 20 ans après, c'était très proche finalement. Hein. Quand au moment de la guerre du Vietnam, on était à peu près à la même distance qu'aujourd'hui de la chute du mur de Berlin par rapport à la guerre contre le nazisme. Donc l'Amérique, c'était les deux. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était en effet les gens qui bombardaient la petite fille en flammes et tout ça. Mais c'était aussi ceux qui avaient fini par libérer le monde du cauchemar nazi. C'est ça l'Amérique. Comme je le dis dans le livre, c'est ceux qui ont retenu l'Europe en train de se suicider, de se jeter par la fenêtre. Donc c'est les deux. Aujourd'hui, bien sûr que j'ai la nostalgie de cette grande vocation et de cette grande ambition de l'Amérique qui, contrairement aux grands pays européens, a jamais été un empire colonial. Il n'y a pas d'empire, ça c'est du bluff, ça c'est du bullshit. Il n'y a jamais eu d'empire colonial américain. Il y a eu un empire colonial français, il y a eu un empire colonial espagnol, il n'y a jamais eu d'empire colonial américain. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez en page 40, vous dites les États-Unis sont une puissance mais qui ne s'est jamais résolue à l'empire. Non, jamais. Voilà. Et elle le sait. Et même son rapport à l'universel a toujours été un rapport modeste. Comme je le dis, une demi-prédication, voilà. Et même, il y a une chose très belle qu'on trouve chez Melville, l'auteur de Moby Dick, et qu'on trouve aussi chez Hegel dans La raison de l'histoire, c'est comment les Américains sont des paysans
qui se prennent pour des marins. Ce sont des gens qui occupent une terre en croyant que c'est une mer. Ce sont des gens qui occupent un territoire en pensant que c'est les vagues infiniment ondulantes d'une mer infinie. Ça change tout. C'est pas un territoire dans lequel on se fixe et qu'on conquiert. Alors après, il y a le massacre des Indiens, il y a des choses horribles, bien sûr, comme souvent à la fondation des États. Mais il y a cette vocation fondamentalement tolérante, cosmopolite, et qui a donné le corps même de l'antifascisme du XXe siècle. Alors face à cet empire qui s'effondre, eh bien, il y a donc 5 croix. Tout ça s'effondre. Voilà, 5 croix, alors je vous cite, ce sont 5 royaumes que je nomme ici en référence à une histoire biblique de guerre de l'empire et des 5 rois qui m'avait toujours intriguée, mais qui ici prenait son sens. Ce sont 5 rois qui ont en commun d'avoir agi face à cette situation kurde comme si l'empire ne comptait plus, comme si nous entrions dans un monde sans les États-Unis, ou comme si nous revenions à un temps vertigineux et pour ainsi dire précolombien, où l'Amérique n'existait pas. Voilà, oui. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment presque romanesque. Ce livre aurait presque pu être un roman. Je suis au Kurdistan, l'année dernière, au mois de septembre, au mois d'octobre, et j'ai vraiment une espèce d'hallucination, comme si on était avant 1492. Tous ces gens, Erdogan, Khamenei, l'Iranien, Poutine, les Chinois, Al-Qaïda, enfin Daesh, se conduisaient comme si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, comme si l'Amérique était toujours une terra incognita ou une terre en tout cas où l'Europe n'avait pas poursuivi son projet italique. Donc voilà, un bizarre monde très vertigineux parce que un monde sans l'Amérique, un monde où l'Amérique était en creux. Mais vous dites vous écrivez que le Kurdistan est un miroir au fond. Oui. Et alors c'est un miroir et en plus c'est-à-dire que vous commencez par les Kurdes et votre engagement, votre ferveur, veut dire, est sur ce combat depuis un moment déjà. Oui, mais bien sûr parce que les Kurdes sont. Il n'y a pas de peuple exemplaire, mais enfin c'est un peuple assez formidable quand même. Vous êtes fasciné par les peuples saints, au fond, ce que vous appelez les peuples en trop. Oui, parce qu'il y a eu les Bangladais, les Bosniaques, les Libyens. C'est quand même l'histoire de votre vie, de vos engagements. Je suis fasciné d'abord par les peuples. Les peuples en trop, c'est les Arméniens, c'est les Juifs. Qui ont été un peuple en trop pendant tant, qui ont été considérés. Est-ce que cette fascination que vous avez pour les peuples en trop et les peuples saints, c'est une façon de recycler votre judaïsme? Peuple en trop et peuple saint, c'est pas peuple saint. Je ne dis jamais ça. Je ne crois pas qu'il y ait de peuple saint, mais il y a des peuples en trop et les peuples en trop, je les défends parce que j'aime pas l'injustice, parce que je n'aime pas que les grandes nations, sûres de leur assise et installées dans leur certitude, dénient ses droits à un peuple grand qui a payé cher son droit à être libre, qui nous a défendus, qui a combattu Daesh. Moi, les Kurdes, je les ai vus. Moi, j'ai passé des mois avec eux pour tourner un film dans les tranchées, sur les lignes de front. Je les ai vus se battre. Je les ai vus se battre pour nous. Les Français. On va regarder sur votre compte Instagram parce qu'on a trouvé 61 photos de vous avec ces soldats justement. Donc on les regarde. Donc il y a un côté, voilà, elles vont défiler. Il y a un côté Laurence d'Arabie quand même. Oui, sauf que les Kurdes, c'est pas l'Arabie, justement. Certes non. Oui, c'est un peuple musulman. Vous préférez Laurence du Kurdistan? C'est un peuple musulman avec des femmes et des hommes très pieux, mais par exemple, égalité des hommes et des femmes, rapport à la laïcité, amour du peuple juif. C'est le seul pays musulman que je connaisse où aujourd'hui on célèbre Yom HaShoah, où on porte le deuil de la Shoah. Au Kurdistan, il y a au ministère des cultes d'Erbil, il y a un bureau, il y a des fonctionnaires qui s'occupent de ça, qui s'occupent de préparer la cérémonie de Yom HaShoah. C'est pas rien. C'est un endroit où les moindres traces de présence juive sont préservées. Alors là, comme une part sainte du pays. Donc c'est pas n'importe quel pays musulman. Donc c'est vrai que j'ai une dilection particulière pour ce pays, pour ce peuple, pour cette raison-là, et puis aussi, donc, comme juif, mais aussi comme français, parce qu'il y a ce pro-occidental, enfin cet amour des valeurs, du meilleur des valeurs de l'Occident, qui lui aussi me touche au plus profond. Des gens qui aiment la liberté, qui pensent que les droits de l'homme sont une valeur supérieure, qui respectent les femmes.
Ça aussi, c'est assez extraordinaire. Et comment vous expliquez que quand le 29 mars, Emmanuel Macron reçoit une délégation à l'Élysée des forces démocratiques syriennes, composées donc de combattants arabes, kurdes et syriens, eh bien vous n'en êtes pas. En revanche, on a l'écrivain aventurier Patrice Franceschi qui fait partie de la délégation. Pourquoi je n'étais pas là? Parce que je crois que je n'étais pas... D'abord, je n'y aurais sûrement pas été, mais parce que je n'étais pas invité, et puis j'étais peut-être pas à Paris. Enfin, oui, mais vous auriez pu être invité, il y avait du sens. Ce que vous y soyez. Oui, il y avait du sens. Et en plus, vous êtes plutôt ami avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez d'ailleurs Non, je ne suis pas ami avec Emmanuel Macron. Non, vous êtes un conseiller de ce prince-là aussi. Non, je ne suis conseiller de personne. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Emmanuel Macron m'a fait le très grand honneur, quelques semaines après son installation à l'Élysée, de me demander de venir projeter mon film, qui s'appelait La bataille de Mossoul, à l'Élysée, en présence d'une autre délégation kurde. C'était pas les mêmes, mais c'est voilà ça. C'était fin mai ou début juin. Oui, c'était juste après son accession. Juste après son accession à l'Élysée. Voilà. Mais non, je ne prétendrai pas être son ami. Mais en revanche, il a vu ce film. Je crois que ce film l'a ému. Je crois il savait déjà, mais il a peut-être réalisé comme on peut le faire encore mieux face à des images. Ce que je vous dis là, cette proximité du destin kurde avec le meilleur de la mémoire européenne. Alors quand même une petite question politique, je ne peux pas la retenir, mais est-ce qu'avec Emmanuel Macron, c'est aussi bien qu'avec François Hollande, dont on sait que vous étiez, votre commerce intellectuel et philosophique était nourri? Mais d'abord, on verra. Là, on est à un an. On est trop tôt? On est trop tôt. Vous savez que Chou En-lai, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française, 2 siècles après, il prenait un air très pénétré, il disait « Il est encore un peu tôt pour juger ». Voilà, vous avez pris un air plus malicieux que pénétré, là. Je suis plus malicieux que Chou En-lai, peut-être. Donc il est encore un peu tôt pour... Mais c'est pas la question. Moi, ce qui m'a ému, c'est qu'il est tenu à voir ce film. Ce qui m'a ému, c'est qu'il ait reçu le général Barzani. Ce qui m'a ému, c'est qu'il ait reçu le Premier ministre kurde il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et ça a été une bouffée d'oxygène pour les Kurdes. En fait, vous avez besoin d'être optimiste, Bernard-Henri Lévy. Écoutez, si j'étais pas optimiste, d'abord je serais découragé. Si j'étais découragé, je serais cynique. Et si j'étais cynique, je ferais autre chose. Je passerais ma vie au soleil, à prendre du bon temps, à m'occuper de ma famille, des gens que j'aime et des plaisirs de la vie qui sont nombreux et dont j'ai le goût. C'est parce que... Vous seriez plus Chateaubriand que Laurence d'Arabie, dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, je serais même, j'écrirais peut-être maladroitement mes mémoires ou une vie de rancée, c'est possible. Mais j'en suis pas là. En effet, je crois encore que les 5 rois peuvent être défaits. Je crois encore qu'on peut résister à l'Iran. Je crois encore qu'on peut résister à Poutine, que c'est un nain. Que Poutine est un nain. Je crois encore que c'est un mauvais joueur d'échecs, que c'est lui faire trop d'honneur et faire trop d'insultes aux échecs que de le considérer comme un grand joueur d'échecs extraordinaire. Et je crois encore que la puissance chinoise, que les Chinois n'inventeront pas l'universalisme et l'humanisme de demain. Donc à bas les 5 rois. Et bien maintenant, j'accueille Anastasia Colosimo, notre spécialiste de théologie politique, pour les questions en plus. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Anastasia Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous écoutais très attentivement et même plus, j'ai lu votre livre très attentivement et vous m'avez offert une transition magnifique parce que vous venez de traiter Poutine de nain. Et effectivement, moi j'avais une question. Ma première question, c'était sur la Russie. Très spécifiquement, on pourra parler de l'Iran aussi, de la Turquie, de la Chine. Sur la Russie, plus spécifiquement, parce que je voulais vous poser la question, premièrement, du devoir qu'on a envers la Russie. Il y a eu quelques événements malheureux récemment, le fait que la Russie n'a pas été invitée, par exemple, à la commémoration de la libération d'Auschwitz, alors que c'est les Russes qui ont libéré Auschwitz. Non, c'est le premier corps d'armée ukrainien. Oui, enfin, les Russes ont quand même largement participé, et les Russes ont quand même libéré l'Europe. Alors, on peut pas non plus... Enfin, Auschwitz, c'est le premier front ukrainien, où il y avait énormément de Russes, mais une surreprésentation d'Ukrainiens. Oui, enfin bon, je crois qu'on ne peut pas non plus pénailler quand on pense au nombre de millions de morts russes qui sont morts pour libérer l'Europe. Absolument. Il y a d'autres événements aussi qui nous rappellent que les Russes, eux, ont le sens de l'histoire. On se souvient de ce qu'ils ont écrit sur les bombes après le Bataclan, quand ils ont écrit que voilà, Paris se venge et qu'ils se vengeaient pour nous. C'était des bombes, ils disaient pour nous, pour dire pour nous les Russes et pour nous les Français, parce que eux
eux se sentent solidaires aussi de notre destin et du combat qu'on mène tous ensemble contre l'islamisme. Et donc, même si on peut faire des reproches à Poutine, il n'est pas du tout question de ne pas en faire, il n'est pas du tout question de ne pas parler de ce qui se passe en Russie, sur la politique intérieure. Mais sur la politique extérieure, on a quand même un ennemi commun. Et comment est-ce qu'on peut se défaire aussi rapidement d'un allié aussi fort face à un ennemi commun aussi fort? Mais c'est un allié dans certains cas, et puis c'est pas un allié dans d'autres. Quand au plus fort de la crise avec la Grèce, quand il mène des discussions parallèles avec Tsipras, quand il lui propose vraisemblablement d'imprimer les drachmes dont il aura besoin s'il sort de l'euro, c'est pas un allié de l'Europe. Quand il prête de l'argent, ou quand les banques russes, en tout cas avec son autorisation, prêtent de l'argent pour financer le Front National, c'est pas un ami de l'Europe, et je suis pas sûr que ce soit un ami de la République française. Quand la force sur laquelle il s'appuie, c'est Viktor Orban. Viktor Orban, c'est tellement triste. Moi, je l'ai connu, Viktor Orban, en 1990. C'était quelqu'un de formidable, c'était un jeune dissident, anti-soviétique, amoureux de la liberté, lecteur de Solzhenitsyn, puis c'est devenu cet autocrate étrange, liberticide et un des inventeurs de ce nouveau modèle qu'on appelle la démocrature. Ben non, c'est pas ça l'Europe. En tout cas, c'est pas l'Europe, moi, telle que je la rêve. Donc Poutine, il est l'adversaire de l'Europe telle que je la vois. Voilà. Il est aussi beaucoup l'adversaire d'une Europe qui elle-même nourrit l'adversité contre lui. C'est-à-dire que même dans votre livre, vous évoquez le fait que la Russie fait tout contre l'Occident et fait tout ce qu'elle peut contre l'Occident. La réalité, c'est que l'Occident a aussi énormément œuvré, d'abord contre l'URSS, et là-dessus, je pense que le combat était parfaitement légitime, mais il y a eu un étouffement aussi de la Russie, et encore aujourd'hui, on peut quand même considérer qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la Russie qui n'est pas toujours justifiée, et qu'il y a plutôt, vous voyez, deux amants qui ne se comprennent plus. Attendez, mais deux amants qui ne se comprennent plus. Oui, c'est joli dit comme ça, mais la réalité, c'est un peu différent. C'est des avions russes qui violent l'espace aérien des pays baltes, qui survolent la ville de Strasbourg, qui font la Douma qui commande une étude pour savoir à combien d'heures l'armée russe serait de la Pologne, etc. Tout ça, c'est pas des gestes amicaux, c'est la probable manipulation des élections américaines. Tout ça, on peut pas dire que ça soit... Ils ne font pas non plus, eux, l'objet de beaucoup de gestes amicaux de notre part. De notre part, l'OTAN a tenu parole. L'OTAN avait dit qu'il n'installerait pas des missiles sur les territoires de l'ancien Comecon. On a tenu parole. L'Europe il y a eu des propositions d'association à tout un tas de traités européens, occidentaux. Ils ont été proposés. Non, je crois qu'il y a un mythe de la Russie encerclée ou de la Russie humiliée dont Poutine se sert dans son projet à lui, qui est un projet à la fois grand russe et je prends ma revanche sur cette catastrophe géopolitique qu'est la déconstruction de l'URSS. C'est ça le problème. Moi, je ne pense pas que la disparition de l'URSS soit une catastrophe géopolitique. C'est une cause. Ça, on a compris. Ah ben oui, mais je crois que vous pensez aussi. Or, Poutine pense que c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Est-ce que vous pensez ça? Non. Voilà. Donc c'est la grande différence. C'est la grande différence entre ceux qui sont autour de ce plateau et ceux qui règnent au Kremlin. Bernard-Henri Lévy, maintenant, on vous a cherché sur la toile et vous n'êtes pas difficile à trouver parce que qu'est-ce que vous tweetez, qu'est-ce que vous postez comme photo vue sur la toile? Alors, sur votre compte Instagram, vous avez posté 835 photos. Mais alors, il y a une série de photos totalement savoureuses, ça a retenu notre attention. Vous avez publié 15 photos de vos brouillons. Alors, on les regarde, voilà. Des brouillons, donc, assez artistiques, vos brouillons, donc des couleurs, voilà, une forme de densité. mais voilà. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que vous arrivez comment vous relisez, en fait? Ah ben d'abord, il n'y a que moi qui puisse me relire. Ça... En fait, c'est crypté, vous c'est les ça? collectionnez? Non, mais je les garde, oui. Mais c'est une forme de narcissisme fou. Vous croyez qu'un écrivain qui garde ses brouillons, c'est du narcissisme? Mais j'ai rien contre le narcissisme, mais... Moi si, moi j'aime pas le narcissisme. Non, c'est je suis un des derniers écrivains à écrire à la plume. J'écris pas à l'écran. Deuxièmement, j'écris depuis toujours avec des couleurs différentes. Vous savez, Benjamin Constant écrivait un journal crypté avec en code, etc. Moi, c'est pas un journal crypté, mais c'est des manuscrits, en effet, un peu cryptés. Mais oui. vos followers, ils sont 37 400 et ils sont passionnés par ces brouillons.
Bon, ben ça me fait plaisir. Mais voilà, c'est comme ça que j'écris et j'ai dû en mettre quelques-uns en ligne, je sais plus, peut-être pour faire plaisir à mes enfants, peut-être pour voilà. Pour, Mais vous les faites encadrer aussi? Non, C'est vrai, non, vous ils faites sont pas ça? encadrés là, c'est tout. Ils Ça sont que là. suffit. Ce qui est extraordinaire, ce que j'ai découvert d'Instagram, Dieu sait que je suis sévère avec les réseaux sociaux, avec le système des likes, avec ce siphonnage des données, toute l'histoire Oui. Cambridge Analytica, Zuckerberg et autres. Pardon, mais enfin, j'ai un petit peu développé ça Évidemment. dans le bouquin. Et néanmoins... Mais néanmoins, il y a des aspects positifs. Et un d'entre eux, c'est que c'est une espèce de mémorial de conservatoire. Non, de l'archive. De l'archive. Moi, quand je veux être sûr de ne pas perdre une lettre d'Albert Cohen, par exemple, moi je perds beaucoup de choses. J'avais une correspondance, j'ai quelques lettres que m'adressait Albert Cohen. Quelle chance! Oui. Là, je suis au premier degré. Oui, bien sûr que moi aussi. Qu'est-ce que j'en ai fait pour les conserver? Je les ai mis sur Internet. Elles sont sur mon site bernardhenrilévy.com. Alors longtemps, c'est pas moi qui m'en occupais, c'était une gentille professeure d'université américaine dans le Connecticut. Mais depuis quelques mois, c'est vrai que ça m'amuse de le faire moi-même. Eh bien, pour terminer, vous allez découvrir notre boîte. Donc, vous piochez dedans, vous choisissez votre question, vous faites des réponses courtes. Les questions sont courtes. Malraux aux oraux, Malraux. D'accord, très bien, Malraux, clair. je suis quelqu'un de grave, de sérieux. Je plaisante. J'ai pas tellement le sens de l'humour en plus. Mais- Sauf ce soir un peu, parce que c'est vous. Mais sinon... Parce que vous y êtes obligé. Non, parce que ça vous m'inspirez. Voilà. Alors, Tanger ou danger. Quand je suis découragé, Tanger. Quand je suis optimiste, danger. Vous êtes prêt à affronter tous les dangers. Je suis prêt à affronter quelques dangers, oui. Pas tous les dangers. Ça, c'est la chose. C'est la grande différence entre le colonel Beltrame et les gens de Daesh. Le colonel Beltrame, il ne s'est pas sacrifié. Il a pris le risque de mourir, ce qui est très différent. Le type de Daesh, lui, il se sacrifie. Ça... On est dans la martyrisation. Une dernière question avant de partir. Laurence d'Arabie ou Prince Malko? Alors là, c'est la seule à laquelle je ne peux pas répondre parce que honnêtement, alors que l'auteur était un type épouvantable qui a d'ailleurs dit des horreurs sur moi, mais comme il est mort, je ne peux pas répondre par élégance. Mais j'aimais bien l'auteur du Prince Malko, Gérard de Villiers. Donc vous ne pouvez pas choisir, c'est en même et en même temps. Donc je ne peux pas choisir. Là, c'est une réponse macronienne. Là, je vous ferai une réponse macronienne. On finit par du Macron. Ben oui, en ce moment en France, ça finit toujours par du Macron. Merci Bernard-Henri Lévy, on marque une pause. À tout de suite.